Eh bien, merci de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité, qui vous fait découvrir ou qui vous donne toutes les informations de la politique, plus de la politique en République démocratique du Congo et les actualités dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets auxquels nous allons débattre avec notre invité. Nous parlerons des élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon, je crois que c'est dans 8 ou 9 mois. Il y a le dossier, le fameux dossier Mwanga Tchouchou qui continue à défrayer la chronique. Et nous parlerons aussi de la dernière sortie médiatique de Paul Kagame qui continue à narguer la République démocratique du Congo. C'est une provocation de trop? La République démocratique du Congo doit taper du poing sur la table pour que le Rwanda arrête de nous narguer. C'est avec un invité, il est maître avocat, il s'appelle maître Dani Chamala. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau et nous allons débattre sur les questions d'actualité. D'entrée de jeu déjà, je m'en veux saluer mon invité. Bonjour maître. Bonjour monsieur les journalistes. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien. Nous avons 3 sujets, nous allons débattre avec vous, mais nous commençons par le dossier Mwanga Tchouchou qui continue à défrayer la chronique parce que une certaine opinion pense, ou la cité, la rue de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo pense que M. Mwanga Tchouchou a été libéré. Alors vous, en tant que juriste, mais je sais que la haute cour a parlé, il y a les avocats du prévenu qui ont relevé l'inconstitutionnalité dans la poursuite de leurs clients. Et il y a aussi une question qui se pose, comment est-ce que Mwanga Tchouchou, civil, mais jugé par la cour militaire? En tant que juriste, essayez de nous donner des éclaircissements par rapport à ces dossiers. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à votre question et aussi de nous avoir invités dans votre émission que nous suivons tous. D'entrée de jeu, je dirais tout simplement que, en ma qualité de juriste et avocat pratiquant, je ne saurais faire des commentaires sur le dossier Mwanga Tchouchou. Parce que c'est un dossier qui est encore pendant devant les cours et tribunaux. Déontologiquement, nous sommes interdits de faire des commentaires par rapport à ça. Néanmoins, je peux tout simplement donner des éclaircissements pour éclairer l'opinion sur certaines choses qui se racontent sur ces dossiers, étant donné que nous avons aussi le devoir d'éduquer la masse et aussi donner quand même à notre population des informations claires, exactes et justes sur ce qui se passe dans notre pays. Par rapport à ces dossiers Mwanga Tchouchou, je n'entrerai pas vraiment sur oui, on veut juste le fait de la cause. Un civil, mais jugé dans une juridiction militaire. Voilà. En fait, le problème c'est que Mwanga Tchouchou est poursuivi par la haute cour militaire du fait qu'on lui reproche certains faits ayant trait aux éléments militaires. Vous comprenez? Lorsque vous êtes poursuivi, ça c'est la loi de la République démocratique du Congo, lorsque vous êtes poursuivi pour des faits ayant trait aux militaires, vous êtes justiciable de la haute cour militaire ou de la cour militaire, voire même le tribunal de garnison, ça dépendra de votre rang social. Alors, dans le cas d'espèce, d'après les informations à notre possession, parce que je ne suis pas l'avocat de Mwanga Tchouchou et je ne suis même pas intéressé par rapport au dossier, mais d'après les informations à notre possession, il a été trouvé dans la concession de Mwanga Tchouchou des éléments militaires ou des effets militaires. Étant donné qu'il y a des soupçons par rapport aux effets militaires, la juridiction compétente dans le cas d'espèce ou la juridiction qui pouvait poursuivre lorsqu'il s'agit des effets militaires, ce sont des juridictions militaires. Alors, lorsqu'ils sont arrivés devant la haute cour militaire, pour le cas de M. Mwanga Tchouchou, l'honorable, il a été soulevé devant cette juridiction une exception d'inconstitutionnalité par les avocats de l'honorable Mwanga Tchouchou. Lorsqu'on soulève cette exception d'inconstitutionnalité, la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, donne la possibilité, et d'ailleurs c'est une injonction faite à la juridiction saisie par l'exception d'inconstitutionnalité,
de sursoir toute affaire cessante, de sursoir, une fois que cette exception est soulevée, le juge devant qui on a soulevé cette exception doit sursoir à juger ou à statuer, comme on le dit dans les termes juridiques, doit sursoir à statuer et saisir automatiquement la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce par rapport à cette question-là. Le fait de sursoir ne veut pas dire qu'on a libéré Mwanga Tchouchou ou soit on a arrêté les poursuites contre Mwanga Tchouchou. Tout simplement, la Cour a arrêté d'examiner les faits de la cause en attendant que la Cour constitutionnelle puisse répondre si et seulement si la juridiction militaire est compétente de juger un député en exercice ou pas, et aussi si effectivement les faits pour lesquels il est poursuivi relèvent de la compétence de la haute cour militaire. C'est pour cela qu'on a la cour a prononcé les sursis à l'examen de la question en attendant que la cour puisse se prononcer. Une question me vient en tête. Ouais. Si la cour constitutionnelle s'est prononcée sur l'inconstitutionnalité, donc l'affaire va quitter la cour militaire pour aller dans une autre juridiction, pour que Mwanga Tchouchou continue à être jugé, ou qu'est-ce qui va se passer? En fait, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle s'est prononcée en faveur de cette exception, c'est-à-dire si la Cour disait que cette exception-là était fondée, et que Mwanga Tchouchou ne peut pas être jugé par la haute cour militaire, étant donné que c'est un civil et un député en exercice, Mwanga Tchouchou ne sera pas libéré, mais du moins, le dossier sera transmis à la juridiction compétente pour que celui-ci soit jugé par les juges, par son juge naturel. Parce que vous vous rappellerez que la Constitution de la République démocratique du Congo interdit à ce que toute personne ou n'importe qui que ce soit ne soit soustrait de son juge naturel. Il faut qu'il soit jugé par son juge naturel. Par rapport aux faits, si on estime que c'est la haute cour militaire qui doit connaître de ces faits, il sera jugé par la haute cour. Si on estime que ce n'est pas la haute cour, c'est la cour de cassation qui doit connaître de cette affaire, étant donné que c'est un député, c'est la cour de cassation qui va connaître de cette affaire. Mais le débat va tourner tout autour des faits pour lesquels il est poursuivi et qui sera le juge compétent par rapport à ça. Nous attendons la réponse de la Cour constitutionnelle. C'est cette Cour qui va fixer l'opinion par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, et nous et toute la population, nous attendons voir ce que sera la réponse de la Cour constitutionnelle par rapport à cette question-là. Voilà, merci. Nous n'allons pas nous éterniser sur le dossier Mwanga Tchouchou, mais du moins, on voulait avoir un éclaircissement d'un juriste. Parce qu'il y a beaucoup de racontards, les gens disent ce qu'ils pensent, et il fallait qu'un spécialiste dans ce domaine-là nous donne des éclaircissements. Merci beaucoup, Maître Dani. Mais nous passons directement au sujet de Paul Kagame. Paul Kagame qui continue à narguer la République démocratique du Congo, qui continue à provoquer la République démocratique du Congo. Tout récemment, je crois que c'était la semaine dernière, la semaine passée, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que nous n'allons pas négocier avec les rebelles. Juste quelques jours après, Paul Kagame dit qu'ils ne vont pas libérer les terres de la République démocratique du Congo. Il nous ramène même à l'époque coloniale, disant que une partie du Rwanda était découpée pour qu'on annexe à la République démocratique du Congo. Cette sortie médiatique, Maître, en tant que Congolais, en tant qu'analyste politique, là je vous prends maintenant en tant qu'analyste politique, quelle est la lecture que vous avez faite après avoir suivi tout ce que Kagame a dit lors de sa dernière sortie médiatique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à cette question. Je suis très content que vous puissiez reconnaître ma qualité avec laquelle je me suis présenté sur votre plateau en tant qu'analyste politique indépendant, je précise. Par rapport à la question de Paul Kagame, je me dis que c'est une question qui, au fait, aujourd'hui, les doutes n'existent plus sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pourquoi je dis ça? Parce que les masques sont tombés. Dans le sens que
lorsque le président de la République, lorsque les autorités de la République démocratique du Congo marchaient de porte à porte, de salon à salon, pour dire que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, personne ne croyait. Et y compris même les ressortissants congolais qui sont à l'extérieur, tout comme ceux qui sont à l'intérieur, personne ne croyait que la République démocratique du Congo est agressée. Il y a certaines personnes qui allaient plus loin pour dire que non, il s'agit d'un jeu politique, ils sont des connivences avec le pouvoir en place, ce sont des mascarades pour empêcher la tenue des élections, ce sont des choses qu'on est en train de fomenter pour s'éterniser au pouvoir et tout ça. Alors qu'entre-temps, il y a des Congolais qui meurent du jour au jour par rapport à cette agression rwandaise. Et lorsque les experts de l'ONU, lorsque les institutions internationales ont mené des enquêtes par rapport à la question, ils ont trouvé effectivement que la main du Rwanda est derrière les rébellions qui voient toujours le jour en République démocratique du Congo. Et par rapport à ça, il a été demandé à ce que les organisations sous-régionales, voire même la communauté internationale, qu'ils puissent apporter leur expertise par rapport à cette question pour arriver à terminer l'insécurité dans la région de Grand Lac. Mais jusqu'à présent, ou jusqu'à ce que Paul Kagame puisse faire cette déclaration, il continuait toujours à nier que le fait que le Rwanda est l'instigateur ou le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec la pression nationale d'abord, que je félicite la République démocratique du Congo ou la population congolaise qui a compris effectivement que notre pays est agressé. Et notre vouloir vivre ensemble a fait à ce que le Rwanda ne trouve pas la route pour faire ce qu'elle avait fait dans le passé, où on parlait même de la prise de la ville de Goma, où il y avait une expansion et pour se retirer, il fallait des négociations, accepter même l'impossible pour que le Rwanda se retire de notre sol. Voilà qu'aujourd'hui, le Rwanda vient de révéler que effectivement le M23 n'existe plus, mais c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais avec cette déclaration de Paul Kagame. Voilà sa déclaration. Il dit que le problème qui est entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et pourtant tout le monde sait qu'entre le Rwanda et la RDC, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Mais aujourd'hui, il dit il y a un problème. C'est-à-dire, les M23, que nous parlons aujourd'hui, que nous appelons les M23, c'est une armée du Rwanda qui est sur notre sol. Et avec comme objectif de prendre une partie de la République démocratique du Congo parce qu'il réclame à ce que les frontières soient redéfinies. Les frontières soient redéfinies. Mais ce que je vais rappeler aussi à M. Paul Kagame, c'est que les frontières de la République démocratique du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1885. Lorsque la conférence de Berlin a eu lieu, on a tracé les frontières de la République démocratique du Congo. Il n'y avait personne qui avait contesté. Et ces frontières ont été acceptées comme telles. Toutes les conventions internationales, toutes les conférences internationales tenues sur la République démocratique du Congo, les kilométrages de la République démocratique du Congo ont été toujours définis comme tels. Il n'y a jamais eu un problème. Mais voilà qu'aujourd'hui, M. Paul Kagame révèle à la face du monde que nous avons agressé la République démocratique du Congo parce que nous avons une vision. C'est une vision expansionniste. C'est-à-dire, il cherche à aller au-delà de ses frontières. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Est de la République démocratique du Congo regorge les richesses qui font aujourd'hui que le Rwanda soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors, une petite question, maître. Voilà. C'est vrai que Paul Kagame révèle à la face du monde que c'est lui l'agresseur principal de la République démocratique du Congo. La RDC fait partie de plusieurs organisations sous-régionales. Entre autres, l'EAC qui a envoyé une force régionale. Mais jusqu'à ce jour, à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas toujours cette paix tant cherchée. Ne pensez-vous pas que tous ces pays membres jouent aussi au malin pour nous nuire face à notre agresseur principal qui est le Rwanda?
Je n'aborderai pas cette question dans ce sens-là, parce que ce que nous devons savoir, c'est que en relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que leurs intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on a créé ces relations, ces organisations sous-régionales plutôt, c'est pour éviter certaines choses. C'est-à-dire que nous devons nous sécuriser mutuellement. Nous devons aussi nous entraider mutuellement. Nous devons aussi faire face à certaines choses ou certaines questions qui se posent collégialement ou collectivement dans notre sous-région. Et nous devons aussi intervenir lorsqu'il s'agit du menace de la sécurité dans la sous-région. Ce qu'il faut savoir ici, ou ce qu'il faut faire ici, ce que nous appelons tous, c'est que notre diplomatie puisse agir comme elle est en train de le faire. Qu'il continue à multiplier des efforts pour que la paix en République démocratique du Congo soit totale. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que nous avons vu, si aujourd'hui Paul Kagame est en train de révéler ce qu'il a révélé, ce qui est une preuve patente de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a une diplomatie qui a agi, qui a poussé à ce que plusieurs bouches qui étaient fermées puissent s'ouvrir et parler de la République démocratique du Congo. La preuve, elle est éloquente. Quand vous regardez dans le Parlement européen, vous trouverez que autant de députés passent devant pour tenir le discours attestant effectivement que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Ça, c'est la réussite d'abord de notre diplomatie. La deuxième chose, notre diplomatie doit continuer dans ce sens, de travailler avec les pays voisins, parce que ce que nous devons savoir, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller ailleurs. Nous sommes obligés de vivre avec le Rwanda pour toujours. Mais ce que nous devons faire une très bonne diplomatie qui n'est pas celle agressive que le Rwanda utilise, parce que vous devez savoir aussi que la guerre, c'est une diplomatie. Mais nous faisons la diplomatie pacifique qui consiste à négocier, à utiliser toutes les voies de la paix possible pour que nous puissions arriver à obtenir les résultats escomptés. Donc, les pays qui sont venus pour nous aider, ils sont venus pour nous aider, mais pour qu'ils acceptent de venir, c'est-à-dire que nous les avons convaincus et nous avons démontré, voilà ce que nous avons, et il y a le mandat spécifique donné à chaque pays qui est venu en République démocratique du Congo, et chaque pays connaît la mission pour laquelle il est venu en République démocratique du Congo. Alors, avec ça, nous ne pouvons pas dire que la présence de ces pays-là ou de ces armées-là, c'est un problème que nous avons créé. Non, c'est juste que nous voulons faire voir à la face du monde que nous avons utilisé toutes les voies de recours possibles mises à notre disposition pour rechercher cette paix-là. Et lorsque nous trouverons que cela ne peut pas nous amener à la paix, nous prendrons la dernière option qui est de déclarer la guerre contre le Rwanda, parce que qui veut la paix prépare la guerre. Restons toujours dans ce même chapitre. Il y a la réaction du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, qui a dit que c'est Kagame la cause de la guerre, de l'insécurité à l'Est. Il a créé les RCD, il a créé les CNDP, les M23. Et aujourd'hui, il a ajouté dans ses propos qu'aucun centimètre du territoire congolais ne sera parti. Est-ce une forme de déclaration de guerre ou un discours qu'on a toujours l'habitude d'entendre et qu'il faudra poser des actes pour que le Rwanda sente que les Congolais se sont réveillés pour éradiquer cette insécurité à l'Est? Messieurs les journalistes, je serai très direct par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que moi, je suis très patriote. J'aime mon pays, la République démocratique du Congo. Je me bats pour que la République démocratique du Congo reste dans ses frontières datant de 1885, comme cela a été décidé lors de la conférence de Berlin. Et je vous dis que la position prise par le gouvernement, manifestée au travers le porte-parole, son Excellence Patrick Mouyaya, c'est une position qui doit plaire à toute la population congolaise. Dans ce sens que
je vais revenir un peu dans notre histoire pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que la RDC traverse cette période de complot contre son intégrité territoriale. Rappelez-vous du discours du fait Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de l'époque. Il parlait que la Belgique désire balkaniser ce pays. Et que le Congolais n'a pas besoin de bulletins de vote. Il a besoin du pain. Et que le Congolais a besoin de la reconstruction de ce pays. C'est-à-dire que quand bien même que nous étions colonisés par la Belgique, il y avait déjà des problèmes dans ce sens-là. Mais je me pose la question. À son temps, il y avait déjà ce problème. Mais je me pose la question de savoir pourquoi la Belgique qui avait une armée, parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas une armée équipée et tout, parce que nous étions décolonisés. Pourquoi pendant cette colonisation-là, la Belgique n'a pas pu balkaniser ce pays? Et vous vous rappellerez aussi que lorsque Lumumba est arrivé au pouvoir, avec tout ce qu'il y a eu comme désordre, il y a eu des sécessions dans ce pays. Et ces sécessions-là n'ont pas pu aboutir parce que le Congolais aime leur pays et ils veulent vivre ensemble. Voilà le point focal et le point le plus important qui fait à ce qu'aujourd'hui, même si le monde entier s'est réunissé pour balkaniser la République démocratique du Congo, cela ne se fera plus parce que dans la tête des Congolais ou à l'intérieur des Congolais, il y a ce que nous appelons le vouloir vivre ensemble. Ce qui est plus fort que même l'armée de notre pays. Notre vouloir vivre ensemble. Comme nous voulons vivre ensemble, on peut amener autant d'armées, autant de munitions, autant. Je vous dis que la République démocratique du Congo restera toujours un et indivisible. Alors, la position prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est une position que nous devons toujours soutenir parce que nous devons amener notre pays à une dimension telle que ceux qui sont morts pour cette intégrité territoriale ne puissent pas être déçus par le comportement. Je vais encore plus loin pour vous dire ceci, que le Rwanda qui avait créé le RCD, qui a créé le CNDP, aujourd'hui le M23, mais avait la possibilité de balkaniser ce pays au moment où le RCD avait presque toute la partie est de la République démocratique du Congo entre ses mains. C'est le RCD qui gérait la République démocratique du Congo avant le M+3 que nous avons connu, M+4 que nous avons connu en 2003. Le RCD avait le monopole sur l'est de la République démocratique du Congo. Il pouvait balkaniser le pays à ce moment-là. Le CNDP, mêmement, ils ont eu à prendre même la ville de Goma. Vous allez voir aussi le M23. Ils ont eu à progresser, à faire beaucoup de progrès lorsqu'ils venaient et ils sont finis par aller à négocier. Donc, c'est-à-dire que toutes les tentatives de la balkanisation de la République démocratique du Congo ne réussiront pas aussi longtemps que la RDC ou sa population a ce que je venais de dire tout à l'heure là, le vouloir vivre ensemble. C'est ce qui est beaucoup plus fort que l'armée que nous avons ici. Parce que notre souci de vivre ensemble témoigne à ce que la République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée et c'est un projet qui ne sera jamais respecté. Il y a Martin Fayoulou qui dit c'est un discours irresponsable qui va envenimer une situation déjà inacceptable dans l'est du Congo. Qu'il soit entendu que le Congo est un et restera indivisible. Donc, sur cette histoire de la balkanisation, même les opposants vont dans la même logique que ceux qui nous dirigent. Ça prouve à suffisance que les Congo, ce sang-là du Congo est plus fort que tout ce que nos voisins peuvent chercher de ces pays ou ce que la communauté internationale ou ces occidentaux cherchent. Parce que je trouve anormal. Aujourd'hui, ce qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo date de plus de 2 décennies. Et la communauté internationale est là, c'est comme s'ils ne voyaient rien. Mais ce qui se passe en Ukraine, c'est toute la communauté internationale qui a l'œil sur Poutine, disons que
cette guerre-là est injuste. En tant que Congolais, comment jugez-vous cette façon de gérer le conflit? C'est vrai que tout ce qui se passe en République démocratique du Congo avec le Rwanda et ce qui se passe en Ukraine avec la Russie sont des conflits, et plus des conflits de terre. Mais du moins, les Occidentaux prennent plus la part de l'Ukraine au lieu de voir aussi la République démocratique du Congo qui en souffre depuis plus de 2 décennies. Cette façon-là de gérer ces conflits par les Occidentaux, par la communauté internationale, vous, en tant que Congolais, comment est-ce que vous la percevez? Oui, mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis content et ça réconforte ce que je venais de dire, que la République démocratique du Congo ne sera pas balkanisée parce que nous avons le vouloir vivre ensemble, qu'on ne peut pas aujourd'hui nous dénier ou nous enlever à nos propres enfants. La preuve, c'est que vous venez de lire les tweets de le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui, au fait, aborde dans le même sens. C'est pour dire qu'à un certain moment, nous pouvons toujours nous tirailler. Nos conflits internes, nos différends, tout. Mais lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo et de l'intérêt de la République démocratique du Congo, vous constaterez qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de ceux qui sont au pouvoir. Et là, c'est quelque chose qu'il faut féliciter et qu'il faut soutenir et encourager que ça puisse aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas laisser votre maison se brûler et aller sécuriser la maison du voisin ou aller secourir le voisin qui n'est pas en danger alors que vous êtes en danger. Je suis très content par rapport à ces tweets du président Martin Fayoulou, le président de l'ECD. Et ça réconforte ce que je venais de dire ici. Vous avez parlé par rapport à la gestion de ce conflit, les deux conflits, le conflit en Ukraine et le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Je reviens toujours à la case de départ pour vous dire que les États tels que nous les connaissons n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Vous comprenez? Regardez que la guerre qui date de plus de 2 décennies en République démocratique du Congo n'a pas été médiatisée comme la guerre de l'Ukraine. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez la République démocratique du Congo, la guerre qui se passe à l'Est, c'était une guerre qui profitait à certaines puissances. Dans le sens que, pendant qu'il y a cette guerre-là, on exploite nos richesses, et les richesses qu'on exploite sont vendues dans certains États. Et il y a des multinationales qui trouvent leurs intérêts dedans. Et quand ils trouvent leurs intérêts, ces multinationales payent les impôts dans leur pays et c'est cet argent qui servent à ce que ces pays-là soient dans des conditions un peu acceptables par rapport aux conditions des Congolais qui sont les propriétaires des richesses en question. Mais il y a une différence. La différence, c'est que l'Ukraine, que vous voyez là, c'est l'Ukraine qui alimente beaucoup plus l'Europe en matière alimentaire. Le céréal, l'huile végétale et tout ça. Bon, l'Ukraine en Europe, c'est comme un poumon. C'est l'Ukraine qui est le poumon de l'Europe. Et maintenant, quand il y a guerre en Ukraine, vous constaterez qu'il y a certaines choses qui n'arriveront pas en Europe. Vous comprenez? Il y a, entre autres, il y a des gaz qui transitent par l'Ukraine pour atteindre l'Europe. Il y a des marchandises qui quittent même la Chine pour atteindre l'Europe. Ça doit passer par l'Ukraine. Il y a le céréal qui est produit en Ukraine qui doit atteindre l'Europe. Et il y a même certains produits qui étaient produits en Russie, mais qui doivent atteindre l'Europe par l'Ukraine. Et aujourd'hui, voir l'Ukraine dans cette situation-là, ça indispose tout le monde parce que nous serons en rupture de certaines fournitures parce qu'il y a guerre. Vous comprenez? Vous avez suivi dernièrement, même Poutine a dit, lorsqu'il s'agit de céréales, lui, il peut accepter à ce que l'on puisse priver l'Europe, mais servir gratuitement l'Afrique. Vous comprenez cette guerre-là? Donc, il voit que l'Europe dépend en partie de l'Ukraine et cela ne peut que créer les tollés que ça a créé là. Entre autres, il y a aussi le problème
de cette guerre qui est en Ukraine, vous verrez que c'est une guerre qui est tout à fait différente de la nôtre. Dans le sens que ici, il y a les grandes puissances qui veulent démontrer leur capacité. Vous comprenez? Qui veulent démontrer leur capacité. Je prends l'exemple des Américains. Pour eux, ils ont un principe. La guerre, oui, mais pas sur les sols américains. La guerre, oui, mais pas sur les sols américains. Si les Américains doivent faire la guerre, il faut que cette guerre-là soit sur les sols étrangers. Vous avez vécu la situation de l'Irak. Vous avez vécu aussi la situation de la Libye. Vous avez vécu la situation de plusieurs pays en Europe, là, vers la Russie, là, qui ont été... il y a eu une situation d'Afghanistan, il y a Pakistan, il y a beaucoup de pays qui ont été peut-être attaqués par les États-Unis, mais cette guerre-là, pas sur leur sol. Quand vous suivez les informations, vous trouverez effectivement que les États-Unis fournissent plus des armes à l'Ukraine, la formation de militaires et autres. Pour faire quoi? Pour contrecarrer l'avancée de la Russie. Parce que si la Russie gagne cette guerre-là, la Russie se considérerait comme étant une grande puissance dans le monde. Donc, une grande puissance militaire par rapport aux Américains. Vous avez vu la descente du ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense américain en Ukraine. Il avait fait une déclaration pour dire que les États-Unis ne permettront pas à ce que l'Ukraine, la Russie puisse gagner cette guerre en Ukraine. Cela veut dire quoi? Que si la Russie gagnait cette guerre, la Russie devrait donc aller devenir le leader dans ces contraintes-là, et la politique américaine ne passera pas parce que sur le plan militaire, on va commencer beaucoup plus à respecter la Russie. Donc, la guerre en Ukraine et la guerre en République démocratique du Congo, nous devons prendre ça différemment parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Ici, en République démocratique du Congo, la guerre que nous sommes en train de vivre profite à certains États qui continuent à acheter des minerais auprès de ceux qui les exploitent illégalement. Et en Ukraine, le problème, c'est qu'on est en train de démontrer qui est puissant et qui ne l'est pas. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons faire la différence entre ces deux choses parce que beaucoup de gens disent toujours non, mais quand il y a la guerre en Ukraine, en Ukraine, non, les situations sont différentes. Là, au moment où nous sommes en train de parler, ça tire aussi en Soudan. Ça tire en Soudan. Il y a déjà, je venais de suivre, il y a plus de 200 morts déjà. Et vous voyez que les gens se limitent tout simplement à dire nous appelons à la cessation immédiate des hostilités. Nous appelons, vous appelez, mais sur le champ, les civils sont en train de mourir. Et les armes utilisées par ces gens-là, ce sont des armes fabriquées par certains pays. Vous comprenez? Ce sont des armes fabriquées par certains pays. Moi, j'ai toujours été contre cette situation d'appeler à la cessation des hostilités. Parce que les armes que ces gens-là détiennent sont fabriquées quelque part. Vous dites qu'il y a la rébellion en République démocratique du Congo. Les M23 ont des armes. Ces armes-là, l'origine de ces armes sont connues. Donc, c'est-à-dire les fournisseurs de ces armes, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe là. Vous comprenez un peu? Les armes que détiennent les M23, ce sont des armes fournies par certains États. Vous comprenez? Et pourquoi on les fournit ces armes? C'est parce qu'après avoir tiré, ils doivent venir récolter leurs intérêts. C'est comme ça que vous voyez toutes ces histoires-là. Moi, j'ai toujours dit, ce qui se passe sur le plan international, il faut essayer un peu de voir et de renforcer les textes pour que les situations ne puissent pas se reproduire telles que ça se reproduise là. Parce que nous sommes en train d'aller avec la guerre en Ukraine, même la guerre qui est en République démocratique du Congo, même ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la bipolarisation encore de ce monde ici. Il y aura ceux qui seront pour la Russie, il y aura ceux qui seront pour les États-Unis, et là, il y aura un problème, nous sommes en train de retourner. On n'avance pas, mais nous retournons vers la période de la guerre froide. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Avec ce que nous sommes en train de vivre, le développement de la technologie, nous devons éviter ce genre de choses parce que le monde risque de s'effondrer un jour et personne ne sera exempté des conséquences qui seront constatées par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup Maître Dany Chamala. Nous allons prendre notre troisième sujet. Nous allons parler des élections. Les élections qui pointent à l'horizon. Certaines personnes pense qu'en décembre 2023, il n'y aura pas les élections parce que, vu le retard qu'a connu la CENI dans
différentes démarches qu'il devait entreprendre. Jusqu'à ce jour, l'enrôlement n'est pas encore fini sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais du moins, chaque côté ou chaque parti politique ou chaque regroupement politique ou plateforme se prépare. Du côté de l'Union sacrée, ils se sont rangés derrière le président de la République pour l'accorder un second mandat. Ils ont signé la charte de l'Union sacrée. Vous appartenez à l'Union sacrée, oui, mais vous devez signer la charte. Cette charte-là demande à ce que vous accompagniez le président de la République pour un second mandat. Du côté de l'opposition, nous avons aussi vu certains ténors de l'opposition se réunir à Lubumbashi. Je vois à l'occurrence M. Delis Esanga, il y a M. Augustin Matata Pogno, il y a M. Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi, et on a aussi parlé de Denis Mukwege et de Franck Diongo. Ils se sont retrouvés de leur côté pour voir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour barrer la route à un second mandat au président de la République actuelle. C'est vrai que quand on fait la politique, chacun de nous a ses ambitions, mais est-ce ces ambitions personnelles ou ces ambitions de groupe de gens rejoignent les attentes de la population congolaise? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Maître Dani, les élections de 2023, nous sommes à quelques jours ou à quelques mois. Est-ce élection il y aura? Si il y aura élection, est-ce que ça ne sera pas des élections bâclées? Parce que déjà nous avons constaté beaucoup d'irrégularités pendant cette période d'identification et d'enrôlement des électeurs. Avant de toucher l'Union sacrée qui a signé sa charte et de toucher aussi l'opposition qui est en train de se réunir afin de barrer la route à l'Union sacrée. Est-ce que cet enrôlement ou l'identification qui a commencé avec beaucoup d'irrégularités peut nous donner de bons résultats après les élections? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question relative aux élections. C'est une question sur laquelle j'ai beaucoup parlé. Je suis en train d'expliquer aux gens, même en cours de route. Et j'ai toujours eu une position par rapport à l'organisation des élections. L'organisation des élections, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais seulement, j'ai toujours dit que les élections bien organisées, à 100% bien organisées, ne résolvent pas toujours les problèmes que nous avons. Nous sommes à la 4e séance des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que les revendications qu'on avait au départ, en 2006 ont été atteintes ou ont trouvé leur solution? Je dirais non. C'est pour dire que les élections ne résolvent pas le problème. Mais ce qui résolve le problème, c'est quoi? C'est la responsabilité des personnes à qui nous confions le mandat de la gestion de notre pays. Je prendrai que en 2006, nous avons organisé les élections. C'était quoi? Non, c'est pour résoudre la question de la légitimité. Nous avons organisé les élections en 2006, au lendemain de la publication des résultats. Vous savez ce qui est arrivé dans ce pays. Bemba Kabila. Bemba Kabila. Il y a des gens qui sont morts par rapport à ça. Est-ce que nous avons résolu un problème? Nous n'avons pas résolu le problème. Mais regardez qu'avant les élections, nous avons fait recours aux rebelles qui étaient dans des coins, qui avaient des républiquettes. Ils sont venus à Kinshasa sans élection. Ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à gérer, sans pour autant organiser les élections. Mais après avoir organisé les élections, ils se battent. Ils se battent. Vous comprenez? Pendant qu'ils étaient ensemble, nous n'avons pas vu de problème. Nous n'avons pas vu de gens se battre. Mais quand on a organisé les élections,
la guerre a commencé. Je me souviens même, Jean-Pierre Bemba a dit aux gens, papa, maman, quand les faits tiennent, tu sais qu'il disait que le 30 juin, tout s'arrête et puis ne votez pas pour le référendum. Voilà. Vous comprenez un peu? Oui. Nous avons organisé ces élections-là. Nous avons d'abord commencé par se mettre ensemble sans organiser les élections, mais nous étions ensemble. Et il y a eu la paix, il y a eu la calmie. Mais nous arrivons en 2006, on organise les élections. Après les élections, les problèmes commencent. Est-ce que nous avons résolu ce problème de la légitimité? Nous ne l'avons pas résolu parce qu'il y a eu des problèmes. Le problème, c'est quoi? Non, c'est Jean-Pierre Bemba qui est passé. Non, Kabila a volé sa victoire. Nous, 2011. Nous arrivons en 2011. Non, il faut organiser les élections. Dans le délai constitutionnel. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Nous organisons les élections. Après les élections, Etienne Tshisekedi va prêter serment chez lui à la maison. Le président proclamé élu, Joseph Kabila, prête serment au palais de la nation. Et voilà, les problèmes commencent par là. Il y a eu même des résidents surveillés, il y a eu des marches, il y a eu des choses. Donc, est-ce que le problème qu'on avait a été résolu? Le problème n'a pas été résolu. Nous quittons 2011, nous arrivons en 2018. Les élections dans le délai, transition sans Kabila. Et voilà ceci, voilà cela. Nous organisons les élections. Et cette fois-ci, après avoir organisé les élections, ce n'est pas un membre du camp de Kabila à qui on reprochait de tout et de rien, qui est passé au pouvoir, mais c'est un membre de l'opposition qui passe comme candidat, proclamé, élu président de la République. On n'a pas toujours résolu le problème. Le lendemain de la proclamation, non. La vérité des urnes, on nous a volé la victoire, voilà, Tshisekedi n'a pas été élu, Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Et la question que je m'étais posée à l'époque, c'était que bon, Kabila organise les élections. Tshisekedi est opposant. Il n'a pas la même mise sur la CENI. Et comment se fait-il que Kabila va s'organiser avec Tshisekedi pour voler la victoire de celui qui a gagné ces élections-là? Donc là, ce sont des problèmes qui ont commencé. Et aujourd'hui, avec le même problème, est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé là, les élections qu'on organise aujourd'hui vont résoudre quel problème? Ce que moi je demande au peuple congolais, c'est de faire confiance effectivement aux institutions de la République, effectivement à cet organe qui organise les élections, qu'on donne la chance à ce qu'on organise des élections, mais cette fois-ci, que ce soit des élections que tout le monde va faire foi aux résultats qui vont sortir de ces élections et qu'on puisse aussi voir des choses autrement. Si on ne le fait pas dans ce sens-là, si on n'a pas confiance à la CENI, si on n'a pas confiance aux animateurs de nos institutions, tout ce que nous allons faire par rapport à ça, ça ne va pas aboutir à quelque chose de bon. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique, lui, ne voit que les élections parce qu'il a l'intention d'arriver au pouvoir. Mais l'homme d'État voit l'avenir d'un pays ou d'une nation. Parce que nous n'avons pas besoin, on peut organiser 1001 élections dans ce pays, ça ne va pas résoudre le problème. Mais nous avons besoin des hommes d'État qui viennent avec des visions qui peuvent mettre en application et résoudre les problèmes de la population et les problèmes de la République démocratique du Congo. Les problèmes que nous avons n'ont pas besoin des élections ou quoi que ce soit. Il suffit seulement que les Congolais se mettent ensemble et ils parlent, ils regardent dans la même direction et vous verrez que la situation de la République démocratique du Congo va changer. Juste une dernière question et ça sera votre mot de la fin. Est-ce que vous pensez que ce bloc, Katumbi, Fayulu, Sesanga, pourra faire face à l'Union sacrée lors des élections de 2023, s'il y en aura? Moi, en fait, je souhaite une bonne chance à ce bloc qui s'est créé du côté de Lubumbashi. Je le souhaite bonne chance et je souhaite aussi bonne chance à l'Union sacrée qui s'est aussi organisée. Ils ont même signé leur charte. Et je me dis que c'est ça la démocratie. Donc, dans la démocratie, tout le monde ne peut pas parler de la même chose ou le même langage. Il y a toujours des contradictions qui vont sortir de gauche à droite. Mais seulement, j'ai confiance à ce que, avec cette façon de voir les choses, on va organiser ces élections-là, comme l'enrôlement a déjà commencé, et que le meilleur
dans ces blocs-là, les meilleurs qui vont bien organiser, bien réfléchir et bien voir les choses, vont effectivement remporter des élections. Avec comme exhortation à toutes les parties, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit de l'opposition, que lorsque ces élections seront organisées et que vous êtes aussi bien organisés, vous allez les gagner. Mais si vous n'êtes pas bien organisé, vous ne gagnerez pas ces élections-là. Il faut bien préparer les choses, se mettre en tête que comme ce sont des élections à un seul tour, il y aura toujours un gagnant. Même si vous êtes au nombre de 20 ou de 25, il y aura un gagnant. Alors, pour éviter des surprises ou des contestations après ces élections, les gens doivent bien s'organiser, se conformer à la loi électorale qui est mise en place pour que les élections qui seront organisées soient des élections crédibles, transparentes et que le résultat soit accepté de tous pour éviter des problèmes à la population qui ne s'intéresse pas de ces élections et autres, mais qui s'intéressent beaucoup plus à leur vécu quotidien. Donc, celui qui présentera une bonne vision auprès de la population sera opté par la population et il sera voté. Mais celui qui viendra avec des discours tablés sur les personnes, les individus, je crois qu'il verra que la population le barrera la route et il ne fera absolument rien. Et là, il y aura toujours des contestations par après, ce qui n'est pas une bonne chose. Mettons-nous ensemble en tant que peuple congolais. Regardons dans la même direction pour notre pays. Le Congo nous appartient à nous tous. Il n'y a pas celui qui est congolais plus que l'autre. Donc, tous nous sommes des Congolais. C'est notre pays. Nous devons faire avec. Et puis, nous devons nous battre pour que nous puissions aussi atteindre le niveau que certains États, par rapport à ce que nous connaissons comme retard dans le développement. Parce que Mobutu disait à l'époque que nous ne sommes pas un pays sous-développé, mais nous sommes un pays sous-équipé. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est par cette parole de Maître Dani Chamala que nous allons boucler cette émission. Vous qui nous avez suivis, ne manquez pas de vous abonner sur notre page Fondation Maloua TV sur YouTube et télévision. Vous qui avez besoin de participer à cette émission, il y a le numéro. Vous pouvez nous appeler. Aussi, vous voulez directement venir dans notre chaîne, dans nos bâtiments. Nous sommes sur la première rue limitée, avenue du Charpentier. Vous verrez un grand bâtiment, FM Télévision, c'est connu de tout le monde. Je dis merci à l'équipe technique qui nous a assistés. Je dis merci à Yaflo qui était au cadrage et à Kokomouya à la réalisation. Et merci beaucoup à vous tous qui nous appelez de partout pour nous encourager et nous faire vos remarques et vos suggestions. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Bye bye.